La formation technique et professionnelle occupe une place importante pour le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, parce qu'elle constitue un élément important de lutte contre le chômage et donc la pauvreté. Aujourd'hui, ce sont plus de 6 000 élèves et apprentis qui sont répartis sur l'ensemble du pays avec 43% des filles. Conscient du défi, le gouvernement de Djibouti a diversifié ses secteurs afin qu'ils soient donc en phase avec la réalité du marché. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des compléments d'infos. Pour en parler justement des grandes lignes de cette politique des formations techniques et professionnelles, nous recevons ici, dans complément d'infos, deux personnalités du MENFOP. Il s'agit de M. Douxier Aouled Douxier, qui est directeur général par intérim de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au MENFOP, et M. Ibrahim Ismail, qui est inspecteur pédagogique en génie civil. Merci messieurs d'avoir accepté donc notre invitation. Une première question, on le disait donc au tout début de notre introduction, la formation technique et professionnelle représente une part significative, mais concrètement, quelle est sa place dans l'enseignement global à Djibouti? Merci Abdurrahman de nous recevoir aujourd'hui dans ces studios. C'est vrai que la formation technique et professionnelle a aujourd'hui une importance capitale pour la croissance économique et sociale du pays. Et déjà, le président de la République, dès son ascension à la magistrature suprême en 1990, avait justement mis le doigt sur ces sous-secteurs, parce que ces sous-secteurs doivent accompagner les projets de développement initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a bien sûr, à plusieurs reprises, reformuler l'importance de ce secteur, et notamment lors du gouvernement de 2016. Et donc aujourd'hui, la formation technique et professionnelle consiste à un point essentiel du développement économique et social d'un pays. Parce qu'elle doit non seulement permettre au pays de développer son économie en attirant des investissements en termes d'entreprises. Donc pour que des entreprises puissent venir dans les pays, aujourd'hui, la formation technique et professionnelle doit mettre à la disposition de ce secteur, des différents opérateurs économiques, des compétences, des personnes compétentes qui doivent assurer la productivité de l'entreprise. Et dans ce cas, c'est une manière de lutter aussi contre le chômage des jeunes, qui est un fléau, et la pauvreté ainsi que l'exclusion sociale. Donc aujourd'hui, nous avons trois catégories. Nous avons dans le système, ce qu'on appelle le système national d'éducation et de formation, nous avons d'une part l'éducation nationale, qui représente un bloc. Ensuite, nous avons la formation professionnelle. Ensuite, nous avons l'enseignement supérieur. Dans un pays, il faut développer ces trois blocs. Chacun a une part de responsabilité. L'éducation nationale doit permettre de former, de cultiver le citoyen de demain. Et bien sûr, une fois que le jeune est un citoyen formé, ensuite il faut que ce citoyen puisse gagner sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la formation professionnelle. Donc il y a cette continuité. Et par la suite, ensuite, si le pays a besoin de cadres supérieurs, c'est l'enseignement supérieur qui prend en charge cette partie de la formation du personnel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les documents stratégiques du pays, la formation technique représente un point essentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de mettre en place une nouvelle politique. Certes, il y a eu beaucoup d'acquis au cours de différentes années, et donc nous en parler tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'acquis, mais il faudra encore améliorer plus, parce que le niveau à atteindre, le niveau de la croissance à atteindre a aujourd'hui été revu à la hausse. Et ce n'est plus simplement des enjeux nationaux, un enjeu national que doit répondre à la formation technique et professionnelle aujourd'hui à Djibouti, mais elle doit aussi répondre à des enjeux internationaux. Parce qu'aujourd'hui, Djibouti n'est plus seule dans la planète, elle compose avec d'autres pays, elle fait partie d'un concert de nations,
Et la survie du pays ne dépend plus de son... aucun pays, normalement, ne doit pas vivre dans un enclavé. Donc, chaque pays est dépendant des relations qu'il a avec ses voisins, que ce soit au niveau régional, mais que ce soit aussi au niveau international. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que non seulement nous devons former de jeunes capables de s'insérer sur le marché du travail local, mais aussi capables de mobilité et de s'insérer sur le marché du travail international. Il y a le COMESA, il y a des relations d'ouverture économique avec les pays limitrophes, tels que le Kenya, le Soudan, la Somalie. Donc, et récemment, on va dire une exportation aussi vers les pays du Golfe. Exactement. Voilà. Récemment, on parlait de jeunes, voilà, pas si ces projets qui trouvaient des emplois. Mais justement, voilà. C'est de ça donc je parle. Donc, on doit exporter notre savoir-faire. Nous devons exporter nos jeunes parce que tout le monde le sait, et l'inspecteur ne me contredira pas, le marché du travail djiboutien est très restreint. Si nous absorbons quelques jeunes, milliers peut-être, vous savez que le taux de natalité à Djibouti est 2,5% et chaque année, il y a de nouvelles naissances. Et ces nouvelles naissances, on doit leur préparer quelque chose, on doit leur préparer des emplois. Donc, il faut penser aujourd'hui à externaliser nos compétences. Et c'est dans cette optique que les enjeux de la formation professionnelle sont aujourd'hui de plus en plus vus à la hausse. D'accord, ça c'est un aperçu assez global, mais qu'en est-il spécifiquement en ce qui concerne le secteur bâtiment ou on va dire généralement le génie civil? Merci M. Abdourahmane. Donc le directeur a évoqué en gros tous les points essentiels de la politique. Donc concernant dans les métiers du bâtiment, nous avons essayé d'apporter beaucoup de réformes au niveau afin d'améliorer nos formations, la qualité de la formation dispensée dans nos établissements. Donc au tout début, les professionnels disaient chaque fois ne cessaient de nous reprocher à ce que nous sortons de l'ETFP manquent certaines compétences ou certains comportements liés au métier spécifique. Donc avec cette nouvelle politique, nous essayons de changer les fonds de la qualité au niveau technique des compétences afin que les jeunes soient prêts à l'emploi et répondent aux besoins des entreprises locales. D'accord. Si je dois poursuivre dans la foulée de l'inspecteur, je dirais qu'aujourd'hui, chaque secteur a ses spécificités. Il y a des secteurs tels que l'hôtellerie et le tourisme qui aujourd'hui ont besoin des compétences très renforcées. En hôtellerie, on exige aujourd'hui des personnes qui s'expriment correctement, pas simplement le français, mais aussi l'anglais, l'arabe, parce qu'aujourd'hui, Djibouti doit accueillir des touristes, beaucoup de touristes. Donc ce ne sont pas tous des touristes français, il y a des touristes de toutes les nationalités. Ce qu'on exige, c'est des gens qui ont cette capacité linguistique pour pouvoir se faire comprendre d'une clientèle qui vient d'horizons divers. Donc les bâtiments aujourd'hui connaissent un essor très important à Djibouti. Et vous avez vous-même vu le nombre de bâtiments qu'on construit à Djibouti. Et c'est un secteur où la main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre qui a acquis des compétences sur le tas. Donc, qui a acquis sur le tas. Et nous devons aussi nous adapter parce qu'aujourd'hui, nous avons ce problème que nos jeunes, avec les mentalités, ne se voient pas très bien dans le métier du bâtiment. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons faire attention lorsque nous développons des formations professionnelles dans le secteur du bâtiment. Vous avez des jeunes qui sont orientés dans les filières de la maçonnerie et qui trouvent ça, qui voient ça d'un œil négatif. Donc, c'est des choses qui datent de leur grand-père. C'est une certaine mentalité qui existe chez ces jeunes. Donc il y a, je disais, une main-d'œuvre qui existe sur le marché du travail dans le secteur du bâtiment qui a pris sur l'État. Donc un des objectifs de la formation du ministère de l'Éducation, c'est de justement repérer cette main-d'œuvre et de mettre en place la validation des acquis de l'expérience. Des gens ont pratiqué le métier de la maçonnerie, de la plomberie, de la peinture depuis des années. Donc en essayant de voir les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur vie, on peut les positionner par rapport à un diplôme et en validant les acquis qu'ils ont de leur expérience professionnelle, on peut leur délivrer des diplômes. Pourquoi leur donner des diplômes?
mais c'est surtout aussi pour au niveau salarial. Parce que lorsque vous avez un diplôme, le diplôme est reconnu au niveau de la fonction publique. Cette personne, le salaire qu'elle va prendre, qu'elle va toucher à la fin du mois, dépend aussi du diplôme. Et parce qu'aujourd'hui, la personne a acquis sur l'expérience, mais si elle n'a pas de diplôme, elle ne peut pas prétendre à un salaire décent. Voilà. Et l'objectif de la formation professionnelle, c'est donc de permettre des emplois décents. C'est-à-dire que la personne, en exerçant un emploi, puisse gagner décemment sa vie. D'accord. Voilà. Et justement, en parlant de tous ces éléments, je crois qu'on va continuer avec vous. De quels moyens, justement, vous disposez pour mettre en application toutes ces ambitions, pour une partie acquise, on va dire? Oui, alors, comme je disais, l'importance de la formation technique et professionnelle aujourd'hui est sans équivoque. Et le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a mis tous les moyens à la disposition de la formation professionnelle et technique. Il a justement mis un supplément budgétaire. Aujourd'hui, nous avons un fonds qui existe. Un fonds de 600 millions de dollars, 600 millions de francs Djibouti, pardon. Et ce fonds-là est destiné non seulement au développement de la formation technique et professionnelle, à la construction de nouveaux bâtiments, à la réhabilitation, rénovation des bâtiments qui existent, à la mise en place d'actions devant permettre de promouvoir la formation technique et professionnelle, le frais pour le recrutement des vacataires ou des personnes ou des professionnels, parce que nous faisons appel aujourd'hui à des personnes qui ont une grande expérience dans les métiers et qui doivent justement permettre à nos jeunes parce que la formation professionnelle, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc il faut pratiquer. Et pour qu'ils puissent pratiquer, il faut quelqu'un qui connaisse la pratique. Donc c'est pour ça que nous engageons aujourd'hui des personnes qui sont reconnues sur le milieu professionnel comme des personnes qui ont acquis une grande expérience professionnelle. Et nous les recrutons pour qu'ils puissent permettre à nos jeunes de bénéficier de leur expérience professionnelle. Donc, ces fonds aussi nous permettent à recruter ce type de formateurs, de formateurs vacataires. Donc, ces fonds-là, justement, a permis aujourd'hui d'équiper les établissements. Et aujourd'hui, nous avons, au niveau du lycée industriel et commercial, le plus célèbre établissement de Djibouti, le LIC, qui a acquis des simulateurs. Des simulateurs, tout ce qui est conduite de chariot. Récemment, il y aura 6 simulateurs pour la conduite de chariot élévateur. Il y a des simulateurs pour la conduite des camions poids lourds. Il y a des simulateurs pour la conduite de trains, dans le cadre de la mise en place et de la gare de Nagat, avec la collaboration de la République populaire de Chine. Donc, tous ces moyens ont été mis en place grâce au fonds. Et notamment, bien sûr, il y a la formation de formateurs. Donc, l'inspecteur va nous expliquer un peu plus. C'est les ressources humaines qui sont mises à la disposition des formateurs qui, aujourd'hui, sont de plus en plus qualifiés et de qui on exige beaucoup plus de compétences. D'accord. Donc, sur la partie, justement, pour ce qui est des moyens, en ce qui vous concerne, aussi bien, comme le disait le directeur, au niveau du LIC qui est dans les régions de l'intérieur. Oui, donc le directeur a parlé de tout ce qui était moyen, que ce soit au niveau de création de nouveaux centres de formation, parce que cette politique aussi demande d'essayer de séparer des créations de nouveaux centres de formation sectoriels, c'est-à-dire que les métiers logistique, transport a déjà eu un nouveau centre à Balbala. Donc nous sommes en train aussi de construire un nouveau centre pour les métiers spécifiques au métier des bâtiments. Donc il y aura toujours cette continuité avec de nouveaux centres spécifiques sectoriels par métier. Donc au niveau de tout ce qui est moyens personnels, ressources humaines, l'inspection générale, pour essayer d'accompagner cette politique, nous avons changé notre ingénierie de formation. Donc pour essayer d'adapter, de répondre aux besoins, dans cette politique, il y a des nouvelles modalités de formation. Nous avons changé les périodes de stage qu'on appelait auparavant, qu'on appelle maintenant période de formation au milieu professionnel, que ce soit au niveau de la durée, que ce soit au niveau des temps. Deuxièmement, nous comptons mettre en place de nouvelles modalités telles que l'alternance, c'est-à-dire que l'élève va faire des va-et-vient entre l'entreprise
et l'école, les centres de formation. Donc nous voulons essayer de décloisonner, d'enlever ces cloisons qui existaient auparavant entre les centres de formation et les milieux professionnels. Une fois que cette barrière qui fait jusqu'à là un obstacle énorme au niveau de formation, donc la fluidité entre les deux entités, l'entreprise et l'école, nous comptons, Inch'Allah, donc de réussir ces challenges qui nous permettra à la fin que nos sortants soient des sortants aptes à exercer les métiers qui leur ont été destinés. D'accord. Allez-y, allez-y. Oui, justement, l'inspecteur parlait de centre. En termes de moyens aussi, il y a les moyens, les infrastructures, il y a les établissements. Hier, les établissements étaient, il y a quelques établissements. Aujourd'hui, nous avons 11 établissements de formation. Et il y a d'autres établissements qui sont à l'avenir programmés, qui seront construits. Donc, pour accueillir plus d'entrants dans la formation professionnelle, parce que le public visé par la formation professionnelle, ce n'est pas uniquement un public réduit, c'est très large. C'est très large. Il y a les jeunes qui sortent de la 9e année de collège, il y a les personnes, les travailleurs qui veulent se perfectionner. Il y a les chômeurs qui sont en demande de formation pour pouvoir s'insérer dans un emploi. Il y a les jeunes déscolarisés qui ont besoin d'être récupérés pour ne pas être laissés dans le chômage. Il y a les personnes à besoins spéciaux. Toutes ces personnes-là, ça fait beaucoup de personnes. Donc, pour les accueillir, il faut des infrastructures. Est-ce que justement vous arrivez à suivre cette évolution, puisque selon vous, il y a une croissance, on dirait même un pic au niveau de... Oui, justement, la politique nationale prévoit les moyens pour pouvoir répondre à... parce que le premier objectif stratégique de la politique nationale, c'est accroître l'accès à la formation professionnelle. C'est la formation professionnelle pour tous. Comme je viens de citer plusieurs catégories de publics visés par la formation professionnelle, c'est donc d'ouvrir la formation professionnelle à tous ces mondes-là. Et elle préconise plusieurs moyens, dont notamment certains ont été énoncés par l'inspecteur. C'est la mise en place de nouveaux établissements de formation et d'ici, dans les années à venir, le nombre d'établissements de formation vont augmenter. Mais aussi, il y aura la mise en place des équipes mobiles. Des équipes, il faut que la formation professionnelle va au-devant des personnes, des demandeurs de formation dans les localités éloignées. C'est un projet oui, c'est un projet qui est dans les 5 ans à venir et qui est prévu dans le plan d'action à moyen terme de la formation professionnelle. Si par exemple, voilà, en quoi ça consiste exactement? Aujourd'hui, nous avons à l'ICB un lycée technique. Bon, à l'ICB, ce n'est pas uniquement la localité d'Alice Bié. Il y a aussi d'Asbio, il y a des localités où il y a des potentialités. Par exemple, l'agro-élevage. Donc, c'est les moyens de permettre aux gens de ces localités de bénéficier des formations professionnelles. Vous n'avez pas besoin de construire de superbes bâtiments. Prendre une classe de l'école primaire, par exemple. Voilà, prendre une classe de l'école primaire et permettre à ces personnes de suivre une formation professionnelle. La formation ne se fait pas dans une salle, mais c'est fait sur le lieu même où ces gens-là exercent leurs activités professionnelles. S'il s'agit de l'agriculture, mieux faut prendre les formateurs, les emmener directement dans la localité où ils vont former les gens dans leur propre exploitation agricole. Vous voyez, donc il y a plusieurs moyens de répondre aux besoins de toute cette catégorie de population. D'accord. L'enseignement technique et professionnel vise, on le disait, selon la feuille de route de votre département, de réduire l'échec scolaire et surtout d'insérer les jeunes dans le milieu professionnel. Est-ce que dans ce sens, il y a eu des acquis depuis la mise en œuvre de la politique? Effectivement, M. Abdelrahman. Donc si la qualité des formations va augmenter et que nous changions selon des nouvelles stratégies la formation des jeunes, automatiquement cela va répercuter sur le taux d'admission des jeunes. C'est-à-dire que auparavant, la majorité des temps, l'élève travaillait dans des ateliers, donc dans des cabines de simulation, pas effectivement des travaux réels, donc qui s'est passé dans l'établissement. Donc selon les nouvelles réglementations avec cette politique qui demande d'abord d'augmenter les heures de formation pratique et délocaliser cette formation dans les milieux professionnels
et que c'est ce qu'on appelle, nous avions mis des nouvelles stratégies de co-évaluation. Auparavant, c'était l'enseignant, le formateur, voilà, qui assurait la formation, qui évaluait le candidat durant son cursus scolaire et même à l'examen final. Maintenant, nous avions mis en place à ce que le tuteur de l'entreprise participe avec nous dans chaque métier à évaluer lors des examens finaux, d'abord dans leur milieu professionnel et deuxièmement, ce qu'ils participent dans nos établissements aussi, lors de l'évaluation dans les établissements. Donc cela nous donne plus de confiance et parce que lorsqu'ils voient les candidats des tuteurs, nous donnent leurs recommandations ou des points de vue. Vous êtes à améliorer, oui. À améliorer. Donc, automatiquement, le formateur essaye d'adapter à partir de ces critiques des professionnels et de réajuster sa formation. Et c'est là, nous avons remarqué l'année dernière, lors des examens en session 2019, que le taux de réussite était beaucoup plus amélioré par rapport aux années précédentes. Donc, avec maintenant cette nouvelle session, cette année aussi, nous comptions essayer de travailler en étroite collaboration avec les professionnels, qui nous permettra automatiquement d'augmenter les taux de réussite et par derrière faciliter l'insertion de ces jeunes diplômés dans les milieux de travail. Parce qu'auparavant, tous nos diplômés, une fois qu'ils obtiennent des diplômes, ça y est, le gamin ne savait plus où partir. Nous-mêmes, en tant que pédagogue, j'étais conseiller pédagogique à l'époque, les jeunes, entre nous et le milieu professionnel, il n'y avait pas ce lien, cette communication et de travail. Donc maintenant, il y a automatiquement, dès la fin des examens et de la déclaration des résultats finaux des examens, les entreprises nous demandent, chaque entreprise demande un quota qu'ils peuvent insérer du moment que c'est eux qui nous ont aidés d'abord à rédiger les référentiels, tous les programmes de formation. Ils ont encadré durant les 3 années ou les 2 années de cursus de formation ces jeunes dans leurs entreprises. Automatiquement, ils savent quelle est la qualité et la performance des jeunes qui ont obtenu ce diplôme. Donc eux-mêmes, ils demandent. S'ils ont besoin de quelqu'un, ils savent qui aller chercher. Exactement. Parce que il faut bien souligner ce que vient de dire l'inspecteur, c'est quelque chose de très très important. La formation professionnelle et technique, c'est pas prendre un programme, le rédiger dans son petit coin et ensuite mettre ça devant les apprenants. La formation technique et professionnelle, c'est fait avec et pour les entreprises. Futurs recruteurs de sortants. Nous sommes en position de celui qui va produire des compétences qui sont demandées par le marché du travail. Nous travaillons pour le marché du travail. Nous formons uniquement en quantité et en qualité ce qui est demandé par le marché du travail. Et comme l'a bien indiqué dans son intervention l'inspecteur, nous avons associé le secteur privé à tous les processus de l'ingénierie de la formation. En commençant par l'identification des besoins en formation. Des experts qui sont venus à Djibouti pour réaliser plusieurs études sectorielles. Et aujourd'hui, nous disposons d'une bibliographie très importante en matière d'études sectorielles. À partir de ces études, nous avons commencé l'élaboration des programmes de formation. Et c'est dans cette deuxième phase aussi, le privé a été associé. Non seulement l'équipe pédagogique seront dans les entreprises ou appellent les professionnels lors d'un focus group où avec eux, ils vont essayer d'identifier les fonctions de travail. Quelles sont les compétences à développer dans ces programmes de formation? Ils ne vont pas écrire ce qu'eux veulent mettre dans les documents, mais ce qui est explicitement formulé par les professionnels qui sont invités. Une fois que le programme est rédigé, ils sont ensuite validés avec les mêmes professionnels. Et nous avons organisé plusieurs ateliers de validation, comme l'a dit l'inspecteur, au niveau du CRIPEL. Et une fois que ces programmes de formation ont été validés, il y a l'implantation, la mise en œuvre dans les établissements. Encore là, tout à l'heure, je vous parlais de professionnels que nous recrutons. Ces gens viennent dans l'établissement de formation pour délivrer les formations, les contenus de formation. Le programme que vous avez établi. Voilà, les programmes que nous avons établis avec eux, ils viennent par la suite aussi faire délivrer les séances de formation aux jeunes, des séances de formation pratiques. Ensuite, il y a la partie évaluation. Ils sont là aussi pour évaluer et ils participent au jury d'examen. Donc, vous voyez,
en les associant tout au long du processus, on veut permettre de garantir une certaine qualité de la formation que nous délivrons. D'où c'est une stratégie. Voilà, c'est une stratégie pour justement permettre cette adéquation formation-emploi et pour mettre en place une formation de qualité. D'autres acquis qui ont été enregistrés au cours de ces dernières années, c'est le fait que nous avons aujourd'hui une gamme de formations qui couvre tout le secteur de l'activité économique prioritaire. Nous avons jusqu'à 50 spécialités de formation qui sont dispensées dans l'ensemble de nos établissements et qui couvrent le secteur du bâtiment, le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme, le secteur de l'ingénierie électronique et l'électricité du bâtiment, le secteur de l'agriculture, de la pêche, le secteur du transport logistique, le secteur de l'administration, le secteur du service à la personne. Donc nous avons différentes spécialités. Aujourd'hui aussi, nous avons revu les certifications. Et à l'époque, avant, il y avait le baccalauréat professionnel. Sur 4 années, nous avions des années de PIP et des années de bac pro. Le PIP n'est pas une certification. C'est une sorte de ceinture de sécurité qui est mise en place pour que le jeune, au bout de des années, ne se retrouve pas sur le marché du travail sans diplôme. Mais ce n'est pas un diplôme qui est reconnu au niveau de la fonction publique. C'est uniquement le bac pro qui est reconnu. Et à l'époque, il y avait un goulot d'étranglement justement au niveau du PIP. C'est-à-dire, sur 100 jeunes qui faisaient les 2 années du PIP, juste 20 ou 10 accédaient au bac pro. Aujourd'hui, le bac pro, c'est sur 3 années de suite. Lorsque le jeune vient de la 9e année, il commence une première année, une deuxième année et une troisième année. Et au bout de la 3e année, il passe les examens pour obtenir le baccalauréat professionnel. Alors donc au lieu de 4, vous avez réduit. Voilà, au lieu de 4, et on a enlevé ces goulots d'étranglement qui étaient le PIP. Le PIP, comme je vous disais, ce n'est pas une certification professionnelle. C'est un diplôme, en fait, c'est un système, le système français qui prévoyait, système français très social, c'est un système socialiste, donc il mettait une ceinture de sécurité pour que le jeune ne puisse pas se retrouver, comme je disais tout à l'heure, dans les marchés de travail sans diplôme. Il y a aussi le CAP. Le CAP, certificat d'aptitude professionnelle sur 2 années, et le CFP, certificat de formation professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est tous ces diplômes-là? À quoi ils correspondent sur le marché du travail? Le marché du travail distingue certains niveaux de qualification au niveau de personnes qui sortent. Tout le monde quitte le centre de formation avec une qualification professionnelle. Mais cette qualification professionnelle n'a pas le même niveau. Nous avons le technicien, nous avons l'ouvrier qualifié, nous avons l'ouvrier spécialisé, nous avons le technicien supérieur. Chacun doit, c'est-à-dire, par exemple, si on prend une spécialité de formation, la mécanique automobile, nous avons, si par exemple vous délivrez un baccalauréat professionnel mécanique automobile et un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP mécanique automobile, quelle est la différence? Ça n'a aucune différence pour la personne qui se trouve devant. Mais il faut savoir que le CAP, c'est pour former des ouvriers qualifiés. C'est la personne qui va exécuter les tâches et qui va réaliser le travail. Le baccalauréat professionnel, c'est la personne qui, avec 3 années d'expérience, va devenir un chef d'équipe. Et les certificats de formation professionnelle, le CFP, c'est les jeunes qui n'ont pas le niveau scolaire requis pour poursuivre une formation d'ouvriers qualifiés ou de techniciens. C'est ce qu'on appelle le métier semi-qualifié, comme le aide mécanicien, le aide peintre. C'est la personne qui va aider l'ouvrier qualifié dans l'exercice de ses fonctions. Donc nous avons aussi clairement défini les différents niveaux de qualification, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, sur le marché du travail, nous mettons en place, nous délivrons des compétences, des qualifications qui ont un lien avec les différents niveaux de qualification qui sont voulus par le marché du travail. Parce que lorsque le chef d'entreprise veut recruter quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui est compétent dans une spécialité bien déterminée, mais il a aussi besoin de quelqu'un qui a un certain niveau de qualification. Donc c'est pour répondre à ces exigences que nous avons voulu que les différents diplômes délivrés correspondent à différents niveaux de qualification. D'accord. Je voudrais qu'on revienne justement sur la question du stage, de l'accès au stage de vos élèves. On sait qu'il y a
énormément de difficultés dans ce sens, même si vous avez parlé de la coopération entre vous et certaines entreprises. Comment, dans ce sens, vous accompagnez justement vos élèves pour qu'ils n'aient pas à souffrir des multiples refus, il faut le dire, hein, de la plupart des entreprises? Oui, pour répondre à cette question, Abdelrahman, donc c'est vrai, aujourd'hui, l'effectif de jeunes dans la formation professionnelle a tellement augmenté par rapport à ces quelques années qu'au niveau d'accueil, les entreprises, les professionnels, des fois, ça cause un problème. Donc pour répondre à ce fléau, donc, nous avons essayé d'abord de casser un peu ou de diviser la période de sortie. Pour certaines classes, maintenant, lorsque nous avions 2-3 divisions pédagogiques, 2-3 classes, nous ne les sortons pas au même moment. Donc nous essayons de décaler certains qui sortent au niveau du mois de septembre, octobre, novembre, d'autres à partir du mois de janvier. Donc essayer de répartir nos sortants vis-à-vis de l'année scolaire en cours. Donc ça, c'est une des solutions. Deuxièmement, pour certaines filières, sincèrement, il y a certains métiers qui sont tellement peu que nous n'arrivions pas à combler au niveau d'accompagnement des professionnels. Pour ceux jeunes, nous essayons de regrouper un certain nombre d'enseignants, de formateurs qui assurent, et ce qu'on appelle de créer un projet pédagogique similaire à des situations de stage ou d'entreprise. Ce projet consiste par exemple, si je prends l'exemple d'installation sanitaire des jeunes, il n'y a pas assez d'entreprises aujourd'hui à Djibouti, des entreprises qui exercent ces métiers. Il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent à titre personnel, qui prennent des petits contrats dans les maisons, dans les quartiers, mais il n'y a pas des entreprises reconnues qui font ce métier d'installation, de plomberie, ainsi de suite. Donc, les formateurs créent un projet pédagogique dans l'établissement, à intervenir sur des équipements d'installation au niveau de l'établissement ou peut-être dans des établissements scolaires avoisinants qui n'est pas très loin. Donc, ils essayent d'intervenir, de changer, de travailler sur des travaux réels. Le plus important, c'est de le mettre en situation de réalité. Voilà, de mettre le gamin dans une situation réelle. D'abord, de faire le devis, de diagnostiquer les problèmes. Ensuite, de faire un devis. Ensuite, d'intervenir et d'échanger. Et à la fin, de faire des travaux de finition, réparation, donc, et faire un compte rendu, que ce soit oral ou à l'écrit. Donc, les jeunes, avec ces genres de projets pédagogiques que nous avons mis en place, améliore beaucoup plus au niveau de pratique. Ça marche et ça motive les jeunes. Donc cela nous permet d'avoir aujourd'hui la qualité de la formation, de rehausser le niveau. Et non seulement la qualité, mais c'est-à-dire donne une certaine confiance en soi aux jeunes. Lorsqu'ils travaillent sur des projets réels, ils voient que ce sont des projets réels qui resteront à une durée importante à long terme dans cet établissement. D'accord. Et au niveau des régions de l'intérieur, je pense qu'il n'y a pas autant d'entreprises que dans la capitale. Comment vous faites face à cette... Surtout, le manque d'entreprises, le problème que nous constatons, c'est dans les régions de l'intérieur. Qu'est-ce que nous faisions? Donc, pour certains élèves qui peuvent avoir des familles d'accueil au niveau de la capitale, nous leur demandons de descendre ici et on peut régler facilement à les insérer dans les entreprises. Pour d'autres cas, maintenant, nous demandons à réaliser ce type de projet avec maintenant, par exemple, la Tajoura, le jeune enseignant, le formateur, a pris le contrat, c'est-à-dire que d'un collège d'enseignement moyen de Tajoura. Donc, ils ont essayé d'installer toutes les installations au niveau, que ce soit de la plomberie ou que ce soit au niveau de l'installation sanitaire. Donc, nous avions eu un feedback de la part de l'administration du collège qui nous ont remerciés au niveau d'inspection, au niveau de la direction générale de l'enseignement technique et de la formation. Pour le remplacement du matériel ou pour la qualité du travail? Pour la qualité du travail et tous les locaux de sanitaires, de jeunes ou que ce soit pour des personnels de l'administratif, ça a été assuré avec l'alimentation en eau. C'était un cours réussi. Une très belle expérience pour les jeunes aussi. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites par le jeune au niveau de plusieurs structures, telles que le PAM, où ils ont fait beaucoup. Le jeune a besoins spéciaux de filière peinture. Mais au niveau des stages, si je reprends aussi le stage, à l'époque, lorsque les effectifs étaient très réduits, les entreprises pouvaient absorber tout le monde. Voilà. Donc les entreprises, vous le savez, c'est les DD, l'ONEAD, Maril, donc c'est les grandes entreprises. Aujourd'hui,
nous sommes à 5000 et quelques. Et à l'époque, c'est uniquement les 2 dernières années du bac pro qui allaient en stage. Le PIP n'allait jamais en stage. Les jeunes qui suivaient les 2 années du préfet d'enseignement professionnel n'allaient jamais en stage. Donc c'était une partie très réduite, enfin une infime partie de la population d'apprenants de l'établissement qui s'est rendue en stage. Mais aujourd'hui, c'est les classes de seconde, les classes de première terminale, tout le monde va en stage parce que il faut mettre en place la professionnalisation des jeunes. Donc il faut que les jeunes puissent acquérir une expérience professionnelle. Donc nous avons changé le type d'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas uniquement les grosses entreprises, il y a aussi les entreprises du secteur informel. Il y a par exemple la personne qui prépare un CAP vente, il y a les quincailleries, il y a les magasins de vente qui sont disponibles. Il n'y a pas uniquement les supermarchés. Donc, élargir le gamme d'entreprises. On ne va pas uniquement se regrouper autour des quelques entreprises. Nous savons qu'ils ne pouvons pas absorber tout le monde. Donc, il y a aussi le secteur informel. Il y a les garages, des garages qui sont disponibles à peu près partout, qui peuvent accueillir surtout les jeunes du CFP, les jeunes qui préparent les filières de formation aux métiers semi-spécialisés. Donc ces jeunes-là peuvent trouver leur bonheur dans les petites entreprises, dans les micro-entreprises. D'accord. Avant de conclure, peut-être que c'est une question qui devrait être posée au tout début de l'émission. Maintenant, vous parliez des 50 spécialités. Et sur quelle, on va dire, filière les jeunes portent-ils le plus d'intérêt? Alors, il faut savoir qu'en matière d'orientation, on a quand même réussi, à changer beaucoup de choses. Avant, c'était très simple. Les jeunes, ils arrivaient, on prenait les filles, on les mettait dans le secteur tertiaire, secrétariat, comptabilité. On prenait les garçons, on les mettait dans la maçonnerie, peinture, blancperie, tout ça. Donc, c'était réservé. C'était une orientation basée sur le genre. Vous voyez, donc chaque genre avec ses propres spécialités. Aujourd'hui, nous avons mis en place des campagnes d'information et de sensibilisation au niveau des collèges. On fait des tournées. Voilà, nous avons fait le tour de tous les collèges, pas uniquement de la capitale, mais aussi de régions. Nous avons présenté les métiers. Nous avons parlé des débouchés. Et aujourd'hui, il y a eu tellement, les jeunes ont apprécié aujourd'hui la formation professionnelle que lorsqu'ils viennent dans la formation professionnelle, beaucoup choisissent, surtout les filles. Il y a des filles qui choisissent le métier de l'industriel. Aujourd'hui, nous avons pas mal de filles dans le secteur de la mécanique, dans le secteur de l'électricité. Et de la maçonnerie. De la maçonnerie aussi. De la peinture. Et là, vous avez eu le choc de culture. Nous avons été confrontés lors de notre première expérience à un choc de culture, même au niveau des enseignants, au niveau de formation. Moi, j'ai comme expérience cette jeune fille qui a choisi le CAP maçonnerie. Les enseignants, l'inspecteur est là, les enseignants ont été quand même choqués. Et ils m'ont carrément dit, mais comment nous allons former cette fille? Donc, avec la mentalité qui est là. Et nous avons eu des parents qui sont venus lorsqu'ils ont vu que leurs jeunes ont été orientés. Et nous avons même eu la mère et la fille qui avait choisi la filière de formation électricité du bâtiment, et la mère qui disait, mon fils, pensez-vous que ma fille va mettre une tenue d'homme et monter un escabeau pour réparer? Non. Alors j'ai dit, mère, on va peut-être poser la question à votre fille. Quand même, elle sait ce qu'elle veut, parce que vous avez quand même signé aussi. Aujourd'hui, avant, si les jeunes montaient aux jeunes pour tricher sur le nôtre, aujourd'hui, les filles cachent qu'elles vont aller dans les filières d'électricité. Parce que je crois que lorsque les parents signaient, ils ne savaient pas exactement où elle allait. Mais elle aimait ça. Donc elle a dit, moi je préfère rester en électricité de bâtiment. Et vous avez aujourd'hui des filles qui vont venir dans votre maison pour vous réparer vos circuits électriques. Et je vous l'ai dit, lorsque vous voyez ça, vous êtes ravis d'un côté. Parce que moi, je suis convaincu que la formation professionnelle, l'aptitude à exercer un métier, n'est pas quelque chose qui est dû au sexe ou au genre de la personne. Chaque individu a des capacités
qui lui sont propres, que Dieu lui a données. Il suffit simplement de l'encourager à les mettre en avant. Si moi j'ai une jeune fille, je suis père d'une fille, si demain elle choisit de s'orienter vers l'électricité du bâtiment, je serai le premier à l'encourager. Parce que je sais que moi, lorsque je vais avoir un problème d'électricité, c'est ma fille qui va venir le réparer. Donc vous voyez, donc je crois qu'aujourd'hui, pas mal de filles, bien sûr, sont allées dans les filières de formation de l'industrie, de l'industriel. Et là, c'est une part du combat que nous avons gagné et que nous comptons poursuivre. D'accord. Et dans le secteur du bâtiment, il vient d'en parler assez largement, mais est-ce que vous, lorsque vous êtes sur le terrain, vous sentez aussi cette différence? Effectivement, M. Abdelrahman. Donc, comme disait le directeur, donc, cette année, nous avons reçu à peu près 6 à 7 filles dans le métier de maçonnerie, bac pro, maçonnerie. Même chose dans le métier des peintures. Et non seulement des élèves, des candidats, mais nous avons recruté cette année 3 ou 4 formatrices dans les métiers de menuiserie et de la peinture de femmes. Donc nous sommes en train d'échanger, de passer à un nouveau cap au niveau de la formation professionnelle avec ce mouvement de femmes de sexe féminin qui s'intéressent beaucoup plus dans les métiers. Donc c'est-à-dire que dans 2-3 années à Djibouti, dans des chantiers, on va voir Inch'Allah, une fille sur un échafaudage de 3e étage en train de faire des travaux d'enduit avec des ceintures de sécurité. Donc déjà dans certaines régions limitrophes telles qu'en Éthiopie, nous avons déjà vu. Exactement. Donc à Djibouti, c'est maintenant que ça commence. C'est avec cette nouvelle politique nationale de la formation professionnelle qui motive, parce que les gens voient, avant ils avaient peur qu'il n'y avait pas d'insertion derrière. Maintenant, lorsqu'ils voient que le bénéfice que nous avons engendré, donc que nous avons eu, des jeunes qui sont soit envoyés à l'étranger pour faire de la continuité des universités, ou soit directement embauchés dans des chantiers ou dans des entreprises locales, cela impacte au niveau des choix. Parce qu'il y a certains élèves, sincèrement, vous allez vous étonner, qui ont de 16 au 9e année, qui sont admis dans le lycée général. Une centaine des élèves de cas pareils viennent, qui reviennent, disent on veut de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, parce qu'ils veulent apprendre des métiers. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des grandes questions, on va dire, concernant l'enseignement technique et professionnel à Djibouti. Merci à M. Doukchi Aouled et à M. Ibrahim Ismail d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro des compléments d'infos.